Aujourd'hui, on parle de biodiversité, un concept central en sciences de la vie et un terme qu'on a pris l'habitude d'entendre dans les médias comme dans les programmes scolaires. La biodiversité, évidemment, c'est un enjeu contemporain essentiel, qui a même sa journée mondiale, hein, c'est tout dire. Alors, pour certains, c'est seulement synonyme de paysages spectaculaires, de plantes exotiques les plus étranges ou encore d'animaux rigolos. Bon, alors tout ça n'est pas faux, hein, mais c'est quand même un peu plus complexe que ça, et c'est ce qu'on va essayer d'aborder ici. Prenons déjà un peu de recul. Cette diversité caractéristique du vivant, elle nous intrigue, elle nous fascine depuis bien longtemps, hein, au moins depuis les débuts de la préhistoire. Preuve en est cette magnifique représentation qui orne les parois de la grotte Chauvet en Ardèche, et sur laquelle on distingue des lions, des bisons, rhinocéros et autres mammifères datant du Paléolithique. Le vivant devient vraiment un sujet d'étude à partir de l'Antiquité, avec notamment ce traité d'histoire naturelle des animaux que l'on doit à Aristote. Ce n'est que beaucoup plus tard, hein, à partir des années 1980, que le mot biodiversité fait réellement son apparition, d'abord dans des congrès, dans des ouvrages scientifiques, et puis finit par gagner une certaine popularité auprès du grand public. Évidemment, la biodiversité existe probablement depuis l'origine du vivant, mais notre façon de l'aborder, et plus généralement notre façon d'aborder la nature, a fortement évolué au cours du temps. Au XVIIIe siècle, le naturaliste suédois Carl von Linné est le premier ou l'un des premiers à se lancer dans un immense travail de classification, une classification qui vise à cataloguer les espèces de la façon la plus complète possible, mais il s'agit essentiellement de décrire la diversité du vivant. Pour vraiment l'expliquer, il faudra attendre le XIXe siècle et l'émergence de la notion d'évolution. L'évolution propose une explication rationnelle, cohérente de la biodiversité, en mettant en avant le principe de sélection naturelle des individus par leur milieu de vie. Ce milieu, cet environnement conditionne effectivement la survie des espèces, et c'est peut-être aussi à ce moment qu'on prend conscience de la nécessité de le protéger, la nécessité de préserver des espèces naturelles de l'action humaine. Et c'est dans ce contexte, hein, vers 1872, que le tout premier parc national est fondé. Il s'agit de Yellowstone aux États-Unis. C'est officiellement dans la deuxième moitié du XIXe siècle que naît une toute nouvelle discipline scientifique, l'écologie, qui s'intéresse non seulement aux êtres vivants en tant que tels, mais aussi aux très nombreuses interactions qui les relient. Le XXe siècle va voir l'apparition des institutions comme l'UICN, l'Union internationale pour la conservation de la nature, fondée en 1948, des conférences, des rapports qui alertent sur la vulnérabilité de l'environnement et des programmes qui, à l'échelle des Nations Unies, tentent d'apporter des réponses politiques à ces questions. En 1992, ça c'est une date importante, pas moins de 168 pays adoptent la Convention sur la diversité biologique, un traité qui garantit sa conservation ainsi que l'utilisation durable et équitable de ces ressources. Ces actions se poursuivent au XXIe siècle à travers des plans stratégiques qui prennent en considération les constats faits un peu partout dans le monde par des scientifiques. Alors, à propos de science, mentionnons l'IPBES. L'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale scientifique et politique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Je reviendrai sur ces termes plus tard. Cette organisation a publié son tout premier rapport global en 2019, et si vous n'avez pas eu l'occasion de lire ces quelques 1700 pages, en voici un très bref résumé. Il est question de déclin de la nature sans précédent et de taux d'extinction des espèces qui s'accélèrent de manière préoccupante, hein, avec une espèce sur 8, animale et végétale, qui risque de disparaître à brève échéance. À plus long terme, c'est 1 million d'espèces qui sont potentiellement menacées d'extinction, ce qui est absolument considérable, hein. Alors, j'ai utilisé déjà à plusieurs reprises ce terme d'espèce, mais de quoi s'agit-il exactement? Voici quelques espèces. Alors, on a des animaux, des végétaux, des champignons, des bactéries et d'autres catégories.
Certaines espèces sont peut-être plus emblématiques que d'autres, hein. On connaît généralement mieux le grand requin blanc ou le pandarou que les micro-organismes qui peuplent le sol. Mais dans tous les cas, ces espèces possèdent systématiquement un nom scientifique en latin, ou plutôt deux noms accolés l'un à l'autre. C'est ce qu'on appelle la nomenclature binominale, et on doit ce système d'appellation à Linné, le scientifique du XVIIIe que j'évoquais tout à l'heure. Eh bien ça, c'est un des niveaux de la biodiversité, la diversité des espèces. On en a décrit environ 2 millions à ce jour et on pense qu'il en existe en fait beaucoup plus, peut-être 10 millions sur Terre, dont la plupart restent à découvrir dans des zones qu'on n'a pas du tout explorées de manière exhaustive. Si on tente de donner une définition, une espèce, c'est un groupe d'individus qui partagent une histoire évolutive commune et donc des ressemblances structurales, c'est-à-dire qui partagent certains caractères morphologiques et anatomiques. Dernier point important, la capacité de se reproduire dans des conditions naturelles avec des individus de la même espèce et d'obtenir une descendance viable et fertile. Si toutes ces conditions sont réunies dans une population, on considère que les individus appartiennent à la même espèce. Prenons un exemple avec Harmonia axyridis, autrement dit la coccinelle arlequin. Axyridis, c'est le nom de l'espèce, Harmonia, c'est le nom du genre, en sachant qu'un genre peut contenir plusieurs espèces différentes. La catégorie espèce est ainsi emboîtée dans un groupe plus vaste qu'on appelle genre. Il existe d'autres groupes plus vastes encore, comme les familles, les ordres, les classes, les embranchements, les règnes, ou encore les domaines. Ça, ce sont des catégories établies par Linné, hein, encore lui, dont certaines ont une validité un peu discutable au regard des connaissances scientifiques actuelles. Bon, au moment où je parle, cette classification, elle reste toujours acceptable, au moins pour Harmonia axyridis, qui appartient à la famille des coccinellidés, à l'ordre des coléoptères, à la classe des insectes, à l'embranchement des arthropodes, au règne animal et au domaine des eucaryotes. Cette classification traditionnelle tend à être remplacée par la classification phylogénétique, qui utilise des termes et des critères un peu différents, mais ce n'est pas ici le sujet, donc oublions celle-ci, comme celle-là, et concentrons-nous sur cette espèce dont je vous montre ici un deuxième individu, qui ressemble au premier, hein. On a toujours trois paires de pattes, des ailes postérieures protégées par des élytres, donc des caractères partagés, mais on voit aussi clairement des différences de couleurs, de motifs. Alors c'est encore plus flagrant sur cette image, hein, sur laquelle absolument tous les individus appartiennent à la même espèce. Et là, on aborde un autre niveau de la biodiversité, c'est la diversité des individus, autrement dit la diversité intraspécifique, la diversité à l'intérieur d'une même espèce, laquelle correspond essentiellement à la diversité allélique ou génétique. Dans le cas qui nous intéresse ici, les individus A, B, C et D n'ont pas les élytres de la même couleur, hein, n'ont pas non plus le même nombre de points, ni la même répartition. Alors comment expliquer la variabilité de ce caractère? Eh bien, il y a un gène à l'origine de ce caractère. Ce gène s'appelle le gène panier, bon, pourquoi pas, hein, et il est fonctionnel chez ces quatre individus. Un gène, je le rappelle, c'est un fragment d'ADN, un bout de chromosome, qui comporte une information, laquelle détermine un caractère. Si l'individu possède des paires de chromosomes homologues, c'est généralement le cas, alors le gène est présent en deux exemplaires. Ces exemplaires ils peuvent être rigoureusement identiques ou bien subtilement différents. On parle d'allèles. Dans le cas qui est illustré ici, c'est deux fois le même allèle, hein, que j'ai représenté en jaune, mais on peut imaginer deux allèles différents, hein, un jaune, un bleu. Il peut bien sûr exister un grand nombre d'autres combinaisons, un allèle bleu et un allèle vert, un allèle rouge, un turquoise, violet, marron. Dans certaines populations, hein, des gènes peuvent exister sous la forme de 2, 3, 10, 100, voire même plus, hein, allèles différents, dont la combinaison est à l'origine d'un caractère plus ou moins différent. Ici, le caractère, c'est l'apparence de l'élytre de la coccinelle, et on peut apporter la preuve de ça expérimentalement. Si on supprime
le gène panier par une technique de biologie moléculaire, si on l'empêche de s'exprimer dans les cellules dans lesquelles il est normalement actif, on obtient ceci, des individus chez lesquels ce caractère devient identique, ce qui montre que d'un individu à l'autre, pour un gène donné, on n'a pas forcément les mêmes allèles, ce qui peut être à l'origine de phénotypes différents au sein de la même espèce. Illustrons ceci par un autre exemple, celui de Canis lupus, espèce représentée ici par un loup gris commun, mais les individus Canis lupus ressemblent parfois à ça, ou encore à ça, c'est-à-dire le chien domestique. On a affaire ici à ce qu'on appelle des sous-espèces, c'est-à-dire que, en dépit des différences, ces populations sont interfécondes et appartiennent à la même espèce. Maintenant, comme certains de ces individus ne se croisent plus trop parce qu'ils vivent dans des zones géographiques distinctes, il y a des chances que, après un certain nombre de générations, ces populations poursuivent leur évolution et finissent par former des espèces distinctes. Mais pour l'instant, on considère que ce n'est pas encore le cas. Si on va encore plus loin, la sous-espèce Canis lupus familiaris, autrement dit le chien domestique, peut avoir une morphologie extrêmement variable. On parle alors de race ou de variété. Saint-Bernard, Teckel, Dalmatien, ce sont des races, des variétés qui appartiennent à la même espèce et qui peuvent donc se reproduire entre elles. La domestication de Canis lupus par les humains, elle remonte à plusieurs dizaines de milliers d'années et on est capable de reconstituer les liens de parenté des différentes lignées. Ces lignées ont évolué et continuent de le faire, mais c'est probablement encore trop tôt pour qu'on puisse parler d'espèces distinctes. Même situation avec Homo sapiens, une espèce qui a environ 300 000 ans, d'après les dernières données paléontologiques. Les humains, bien sûr, présentent plein de différences d'un individu à l'autre. Couleur de la peau, forme du visage, groupe sanguin, nature des enzymes digestives, etc. Mais ces différences ne sont pas suffisamment significatives pour qu'on puisse clairement distinguer scientifiquement et biologiquement des catégories et pire encore, les hiérarchiser. Donc retenez qu'en dépit de certaines apparences, il y a beaucoup plus de caractères qui nous unissent en tant qu'espèce que de caractères qui nous séparent les uns des autres. Et c'est d'autant plus vrai si on prend les choses au début du développement embryonnaire. Tous les humains ressemblent à ça, à quelques jours après la fécondation. Et pas facile d'imaginer que ce minuscule groupe de cellules va se modifier et passer par un grand nombre de stades de développement pour donner quelques semaines plus tard ceci et encore bien plus tard cela. On a ici 3 stades du développement d'un individu, donc vous voyez, on a des formes extrêmement différentes alors qu'on n'est même pas dans la diversité intraspécifique que j'évoquais tout à l'heure, mais on est seulement dans les changements d'apparence au cours de la vie d'un même individu ou d'un groupe d'individus. Alors ça ne concerne pas que les humains, ça ne concerne pas non plus que les animaux, et qui dit développement, croissance, dit nouveaux individus, et qui dit nouveaux individus dit reproduction. Et cette reproduction, bien souvent, elle est sexuée. Vous avez ici des couples, mâles et femelles, qui appartiennent à 4 espèces différentes, et vous voyez tout de suite que ici, les partenaires ont des aspects très différents l'un de l'autre, à tel point qu'on pourrait penser qu'ils n'appartiennent pas à la même espèce. Et pourtant, si. Ce phénomène, on le connaît sous le nom de dimorphisme sexuel. Alors, vous pouvez essayer de deviner sur les différentes images à chaque fois qui est la femelle, qui est le mâle. Est-ce que c'est l'animal le plus gros, le plus coloré? Eh bien, dans le vivant, il y a rarement des règles absolues et c'est ce qu'on constate ici avec une disparité parfois très surprenante entre les sexes au sein d'une même espèce. La reproduction sexuée nous amène tout naturellement à l'idée de relation, d'interaction entre les individus, des interactions qui peuvent être intraspécifiques pour la reproduction évidemment, mais aussi dans bien d'autres situations qui ne sont pas toujours très pacifiques et qui peuvent être liées à des questions de défense du territoire ou de compétition pour l'accès aux ressources par exemple. Tout ça contribue à la dynamique des populations avec des individus qui survivent mieux que d'autres et ou qui se reproduisent davantage.
Les interactions peuvent également impliquer des espèces différentes. Ce sont alors des interactions interspécifiques. Alors vous en avez plusieurs représentées ici. Beaucoup correspondent à des relations trophiques avec un animal qui agit comme un prédateur vis-à-vis d'autres et qui consomme des proies. Autre exemple de relation trophique, avec ici des interactions entre animaux et végétaux, les premiers se nourrissant des seconds, qu'il s'agisse de fruits, de fleurs ou de tiges. Les interactions sont parfois plus élaborées, avec certaines espèces qui peuvent carrément servir d'habitat pour d'autres, qui y trouvent protection, camouflage ou encore nourriture. Ces interactions sont souvent complexes et fonctionnent à double sens avec une espèce A qui agit sur une espèce B et réciproquement. Ceci entraîne des conséquences variées qui peuvent être positives, négatives ou neutres. Alors ça marche dans les deux sens, hein, et lorsque l'interaction entre les espèces a un effet bénéfique pour chacune d'entre elles, on parle de mutualisme. Exemple avec le corail en A, qui est facilement reconnaissable à son squelette calcaire, et l'algue unicellulaire microscopique en B, qui vit en symbiose avec ce corail et qui lui donne sa couleur. L'algue réalise la photosynthèse et elle apporte ainsi au corail des nutriments et du dioxygène qui lui sont utiles. Le corail, quant à lui, produit des déchets mais qui sont riches en azote et en phosphore et qui vont servir au métabolisme de l'algue. Donc c'est une association gagnant-gagnant. Lorsque l'algue quitte le corail, celui-ci blanchit et meurt assez rapidement, ce qui montre le caractère vraiment obligatoire de cette interaction interspécifique. Autre exemple de mutualisme, lorsqu'une chauve-souris se nourrit du nectar présent dans cette fleur de cactus, alors elle trouve une source d'énergie, hein, ça c'est très bien pour elle, mais sans le savoir, elle contribue aussi à la pollinisation du cactus et donc à sa reproduction, ce qui est favorable au maintien de l'espèce. Donc là encore, chaque espèce est utile à l'autre, c'est le principe même du mutualisme. À l'opposé de ça, il existe des situations de compétition. Alors dans ce cas, plusieurs espèces convoitent les mêmes ressources et aucune n'en ressort véritablement gagnante. Sur cette image, vous avez en A des oiseaux, en B des dauphins qui attaquent un même banc de poissons. Donc les espèces A et B contribuent à faire baisser le stock de nourriture, un stock qui peut éventuellement devenir limité, et c'est donc un désavantage pour chacune des deux espèces A et B. Troisième modalité, la prédation ou le parasitisme, hein, qu'on peut rassembler, puisque finalement c'est la même idée d'un bénéfice obtenu par une espèce, mais au détriment d'une autre. Ici à gauche, le prédateur, c'est un rapace, dont l'action est évidemment défavorable au poisson qu'il vient de capturer. À droite, il s'agit d'un champignon du genre Cordyceps. Ce champignon est un parasite qui peut aller jusqu'à tuer son hôte, qui est ici un insecte qu'on a même du mal à reconnaître. Et puis parfois, les choses peuvent paraître plus ambiguës, comme dans le cas qui est illustré ici. Alors, on voit des poissons du genre Remora qui sont bien installés dans la bouche d'un requin-baleine et qui profitent des restes de nourriture. L'espèce A en tire un bénéfice, mais pour l'espèce B, ça ne change pas grand-chose. On parle alors de commensalisme. Alors attention parce que si toutefois la présence de l'espèce A procure ou procurait un avantage à l'espèce B, peut-être parce qu'elle élimine au passage des parasites ou elle améliore la santé de l'espèce B, alors on tomberait dans un cas de mutualisme comme on a vu tout à l'heure, hein. Bon, difficile de trancher ici avec cette seule photo. Autre situation, euh, imaginez, vous marchez, sans faire exprès bien sûr, sur un escargot. Ou bien une vache piétine de l'herbe, mais sans la manger, sans intention particulière. Ou bien une voiture écrase un hérisson. Dans tous les cas, c'est la même chose, hein. Pour l'espèce B, ça se passe pas très très bien, tandis que pour l'espèce A, ça n'a aucun impact. Ce n'est ni profitable, ni préjudiciable. On est dans une situation d'amensalisme. Dernier cas de figure, lorsque la cohabitation entre espèces n'a pas de conséquences particulières, hein, sur aucune d'entre elles, on parle de neutralisme.
Voilà, donc ça fait un total de 6 modalités d'interaction différentes. On peut, si on le souhaite, compléter le tableau, qui est parfaitement symétrique. Alors, d'accord, on a ici évoqué des interactions entre des espèces, mais il existe aussi des interactions entre les espèces et leur milieu de vie. Ces différents édifices en témoignent, qu'il s'agisse de terriers, de nids, de galeries souterraines ou d'aménagements de zones aquatiques. Les êtres vivants utilisent différents matériaux, différentes ressources qui sont à leur disposition dans leur environnement. Cet environnement-là, ce milieu qui accueille les espèces, on le nomme biotope. On peut le définir ainsi, c'est le milieu de vie caractérisé par des paramètres physico-chimiques comme l'éclairement, la température, la distribution de l'eau, la nature du sol, le relief, la composition de la roche du sous-sol, etc. On a vu par ailleurs qu'il existait d'innombrables interactions intra- et interspécifiques, ce qui permet d'introduire un deuxième terme, la biocénose, c'est-à-dire l'ensemble des êtres vivants qui peuplent le biotope et les interactions qui existent entre ceux-ci, compétition, prédation, mutualisme, pour n'en citer que quelques-unes. L'ensemble biocénose plus biotope constitue ce qu'on appelle un écosystème. Et là, on aborde le niveau le plus complexe de la biodiversité, la diversité des écosystèmes. Et il y en a vraiment une multitude sur Terre, selon la latitude, le climat, l'abondance ou la nature des ressources minérales. Eh bien, vous l'imaginez, ça ne va pas être le même peuplement, hein, ce qui est assez logique. Alors là, je montre quelques paysages emblématiques, mais des écosystèmes, il y en a littéralement une infinité et à toutes les échelles. Dans l'océan, à plusieurs kilomètres de profondeur, donc sous une pression considérable, sans lumière, on a des sources dont la température est supérieure à 100 degrés. Autrement dit, le milieu est tout sauf hospitalier. Et pourtant, on trouve quand même des micro-organismes adaptés à ce milieu. Dans un vieux seau d'eau qui traîne au fond du jardin, il y a toutes les chances que grouille des paramécies. Dans la bouche de ce requin-baleine là qu'on a déjà vu tout à l'heure, et dans tout son tube digestif d'ailleurs, il y a également un écosystème complexe. Donc c'est vraiment une question de choix d'échelle, hein, de définition des frontières, parce qu'en fait, bah, il n'y a pas grand-chose à la surface de la planète qui n'est pas un écosystème. La surface de votre peau, c'est aussi un écosystème, hein, un écosystème peuplé entre autres par des acariens microscopiques comme Demodex folliculorum, qui se nourrit de cellules mortes et de sébum. Alors, prenons un autre exemple pour illustrer cette fois le fonctionnement d'un écosystème. Ici, il s'agit d'une forêt de kelp, autrement dit un assortiment de longues algues filamenteuses qui peuplent les eaux froides des côtes nord-américaines du Pacifique. On observe dans cette forêt que vivent des poissons, mais pas seulement, car on trouve aussi la loutre de mer, un mammifère de la famille des mustélidés qui s'épanouit particulièrement dans cet écosystème, qu'on peut représenter schématiquement de cette façon, avec différentes espèces, animales et végétales, qui interagissent entre elles. Chaque flèche signifie est mangée par, est consommée par. Par exemple, les algues sont mangées par des oursins, qui sont mangés par des loutres, qui à leur tour sont mangés par des requins. On a une chaîne alimentaire, et si vous regardez bien, bah, ces chaînes sont nombreuses et se recoupent en un réseau trophique au niveau duquel notre loutre occupe une place stratégique. Vous voyez qu'elle se nourrit d'oursins, mais aussi d'étoiles de mer, d'ormeaux, de crabes, de poissons, de poulpes. Autrement dit, par ses habitudes alimentaires, la loutre est une espèce qui contrôle l'effectif de beaucoup d'autres populations. Et c'est une espèce qui est tellement importante qu'on la qualifie de clé de voûte. Et si une espèce clé de voûte disparaît, ben, c'est généralement tout l'écosystème qui s'effondre. Dans cet exemple, comme il n'y a plus de loutres pour manger les oursins, ceux-ci prolifèrent, broutent massivement le kelp et les autres algues, et puis comme ces végétaux sont à la base de l'alimentation de nombreux animaux, ceux-ci disparaissent à leur tour, suivis par leurs prédateurs qui n'ont plus de proie. Résultat, l'écosystème est perturbé, et parfois de façon très significative.
Alors ça a été étudié en détail, hein, et des scientifiques ont montré que la réintroduction de la loutre de mer dans les milieux dans lesquels elle avait disparu, eh bien, permet de reconstituer, au moins partiellement, l'écosystème initial et augmente localement la diversité des plantes marines. En résumé, hein, tout est question d'équilibre et modifier ou supprimer des interactions peut avoir des conséquences très importantes, alors ou pas, selon si l'écosystème est robuste, résilient et que certaines pertes peuvent être compensées ou que certains déséquilibres peuvent être naturellement rétablis. Ce schéma, il permet d'illustrer cette complexité des interactions au sein d'un écosystème, hein, en sachant qu'on a juste représenté le réseau trophique. Chaque point représente une espèce et chaque ligne correspond à un transfert d'énergie et de matière. Bon, je ne m'attarde pas trop là-dessus, mais retenez que étudier un écosystème, c'est pas une chose facile, en raison précisément des réseaux complexes d'interactions mis en jeu. Là, vous avez différentes façons de représenter cette complexité, avec derrière tout ça, hein, des modèles numériques, souvent très sophistiqués. Vous l'aurez compris, la biodiversité est un sujet d'étude qui mobilise différentes disciplines, l'écologie et la biologie de la conservation, bien sûr, mais aussi la bioinformatique, la génétique ou les statistiques. Ces études nécessitent des observations régulières, des prélèvements sur le terrain, des analyses en laboratoire, la construction de bases de données et au vu de l'immensité du travail à accomplir, eh bien, plusieurs organismes de recherche, mais aussi des associations et même des citoyens sont engagés dans différents programmes scientifiques. L'étude de la biodiversité nécessite de définir des indicateurs pour la qualifier, pour l'estimer qualitativement, quantitativement, par exemple, la richesse spécifique. Bon, ça c'est tout simplement le nombre d'espèces présentes dans un écosystème donné. Ici, ben, c'est 3, hein. Si on considère que chaque couleur représente une espèce, on a 3 couleurs, vert, jaune et marron, donc 3 espèces. L'abondance, ça correspond au nombre d'individus présents. Il y en a 36, autant que de petits carrés. L'équitabilité correspond à la distribution des individus de chaque espèce. Alors ici, l'équitabilité, elle est optimale avec chaque espèce représentée par un tiers de l'effectif global. 12, 12 et 12, ça fait bien 36. On peut regarder aussi la similarité. Est-ce qu'on a plutôt des insectes, des oiseaux et des mammifères, ou alors au contraire, trois espèces assez proches comme je sais pas moi, de la mésange charbonnière, de la mésange bleue et de la mésange cendrée, par exemple. Alors c'est peut-être le cas ici, car la similarité est qualifiée de forte. Bon, une fois qu'on a déterminé ces indices, on peut en faire une synthèse et attribuer un score de biodiversité. On peut alors répéter ces mesures dans d'autres situations, soit dans le même écosystème au cours du temps, soit dans un autre écosystème qu'on peut alors comparer au premier. Dans cette nouvelle situation, on a une plus forte diversité. Pourquoi? Parce que la richesse en espèces est plus forte. On a 6 au lieu de 3 et tous les autres paramètres sont inchangés par ailleurs. Ici, c'est moins bien que précédemment parce que l'équitabilité est moins favorable, hein. Certaines espèces sont très minoritaires, avec un ou deux individus seulement, et pourraient éventuellement être amenées à disparaître. Enfin, c'est dans le dernier cas de figure que la biodiversité est, alors, entre guillemets, hein, la meilleure, puisque les indicateurs alors, sont identiques au cas numéro 2, à l'exception de la similarité entre espèces qui est plus faible. Autrement dit, les espèces sont très différentes les unes des autres et vont peut-être pouvoir coexister sans trop se faire de concurrence entre elles, voire en exerçant des rôles complémentaires dans l'écosystème. Voilà. En tout cas, bon, ce qui est certain, c'est que cette biodiversité, elle est dynamique, elle change, elle évolue, et ça, depuis toujours, hein. Vous trouvez ici quelques exemples d'espèces qui ont disparu il y a plusieurs centaines de millions d'années pour certaines et seulement quelques décennies ou siècles pour d'autres. Reproduction, variation, sélection, dérive. Je ne détaille pas ici les moteurs de l'évolution qui, au cours du temps, ont engendré extinction, adaptation, spéciation, diversification, autant de mécanismes qui ont profondément modelé la biodiversité
et qui continue à le faire, hein, y compris aujourd'hui. L'évolution des espèces, ça ne s'arrête jamais. Le résultat, le voilà. Les 2 millions d'espèces que l'on connaît actuellement, eh bien, on est capable, dans les grandes lignes, de reconstituer leurs liens de parenté et de représenter ça de différentes façons. L'être humain fait partie intégrante de cette biodiversité, et si vous avez une très bonne vue, vous l'avez peut-être repéré ici ou là. Et si on zoome sur l'évolution de la lignée humaine, bah, c'est le même constat, hein, des espèces qui se succèdent, qui coexistent, qui parfois interagissent entre elles et qui finissent par disparaître. Aujourd'hui, la biodiversité humaine se réduit à une seule espèce, Homo sapiens, qui présente, comme on l'a vu, une certaine diversité intraspécifique. La biodiversité évolue, c'est inéluctable, mais aujourd'hui, on est quand même sur un constat assez alarmant. C'est celui que dresse l'IPBES que j'évoquais tout à l'heure. La biodiversité est actuellement en déclin, avec, entre autres, hein, 80% des zones humides qui sont fortement menacées à l'échelle planétaire, trois quarts des mammifères sauvages, la moitié, enfin oui, la majorité des gros poissons prédateurs, la moitié des récifs coralliens, etc. Bref, ce déclin est tellement rapide, tellement massif que beaucoup de scientifiques pensent que nous sommes rentrés dans la sixième extinction de masse de l'histoire de la Terre. Pour rappel, la précédente extinction de masse, elle remonte à 66 millions d'années. C'est celle qui a vu la disparition des dinosaures notamment. Cette crise actuelle de la biodiversité, elle est essentiellement attribuable aux activités humaines, c'est-à-dire la production industrielle, l'agriculture, les transports, etc. Ces activités humaines ont tellement modifié la surface de la planète dans tous ses compartiments, l'atmosphère, les océans, les sols, que certains proposent que l'on définisse une nouvelle époque à l'échelle de la Terre, une époque qui porterait le nom d'Anthropocène pour indiquer l'impact sans précédent de l'espèce humaine. On dénombre 5 grandes causes du déclin actuel de la biodiversité. La première d'entre elles, c'est la destruction des habitats, qui résulte du changement d'affectation des sols, principalement pour l'agriculture et l'urbanisation. On a aussi l'introduction, souvent accidentelle, d'espèces invasives. Alors il peut s'agir d'animaux ou de végétaux, hein, qui sont transportés de leur milieu d'origine vers un autre et qui causent des dommages écologiques dans celui-ci. Ça peut être un rongeur ou un insecte qui ravage la végétation locale, une plante qui va se développer très rapidement au détriment des autres, un animal qui peut être vecteur de maladies infectieuses, etc. Dans tous les cas, c'est une perturbation de l'écosystème concerné. La pollution, évidemment, qui peut se manifester de bien des façons, hein, et qui peut affecter l'air, l'eau, le sol. Bon, ça, je pense que il n'y a pas besoin d'en dire plus, tout le monde connaît. Parmi ces formes de pollution, il y en a qui sont beaucoup moins visibles que celles illustrées ici. Et je veux parler notamment de certaines émissions qui sont responsables du changement climatique. Ce changement climatique, il est lié à l'augmentation des émissions de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone ou le méthane. À l'échelle globale, ça provoque un réchauffement qui peut se traduire par des épisodes de canicule, de sécheresse ou au contraire d'inondations et autres phénomènes météo extrêmes. À ça s'ajoute la fonte des glaces, aussi bien océanique que continentale, et l'élévation du niveau marin qui, par endroits, finit par submerger les terres. Donc, dans tous les cas, un profond bouleversement des écosystèmes. Dernière cause importante du déclin actuel de la biodiversité, la surexploitation des espèces avec des prélèvements excessifs, notamment dans les océans, et des modèles agricoles qui ne sont pas toujours très respectueux de l'environnement. Ces 5 causes, c'est important de le souligner, hein, sont toutes d'origine humaine. Donc l'humain est clairement l'espèce qui cause le plus de perturbations à l'échelle de la planète, et ça c'est grave parce que la biodiversité est absolument indispensable au vivant tel qu'on le connaît, incluant nous-mêmes, hein. Les végétaux, par la photosynthèse, fixent du carbone, qui ainsi ne se retrouve pas dans l'atmosphère, ce qui contribue à limiter l'effet de serre. Les vers de terre structurent le sol en le brassant, en l'aérant, en le transformant. Des bactéries et des champignons décomposent la matière organique morte et permettent ainsi son recyclage. Cette mangrove là, elle filtre l'eau
au niveau de ses racines, elle protège aussi le littoral de l'érosion, et cette abeille qui butine, eh ben, elle permet la pollinisation des plantes à fleurs. Bref, les écosystèmes assurent un très grand nombre de fonctions qui sont aussi, pour certaines, des services dont nous bénéficions en tant qu'humains. Les services écosystémiques sont de différentes natures, des services de support, des services de régulation, mais aussi des services d'approvisionnement. Pensez à tout ce qui constitue notre alimentation, pensez à toutes les matières premières que nous utilisons. Enfin, la biodiversité fournit des services qu'on peut qualifier de socio-culturels. Quand vous prenez plaisir à randonner dans des espaces naturels, quand la vue d'un paysage vous inspire, eh ben, pensez à toute la biodiversité qui est derrière tout ça. Une biodiversité qui est parfois éclatante et spectaculaire, et parfois plus discrète et même invisible à l'œil nu, puisqu'une part très importante de la biomasse sur Terre est constituée par des micro-organismes qui n'en sont pas moins essentiels. N'oublions pas enfin nous-mêmes, humbles représentants de l'espèce Homo sapiens, mais qui sommes partie intégrante de cette biodiversité et qui pouvons avoir un impact très important sur celle-ci et pas seulement négatif. Voilà, ce tour d'horizon est à présent terminé. J'espère qu'il vous aura donné envie de creuser la question et si vous souhaitez retenir les principaux messages, vous en avez un résumé ici. Je vous dis à bientôt.